Salut Omar. Salut Mouloud. Ça va bien Omar? Ça va et toi? On a déjà fait un Click ensemble. Oui. Ça me tenait à cœur qu'on refasse quelque chose pour ce film, Tirailleurs, parce que c'est un film important. Ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Là, tu vas beaucoup prendre la parole. Pourquoi est-ce que ce film, il a quelque chose de spécial pour toi? Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Déjà parce que ça fait longtemps que je travaille sur ce film avec Mathieu Vadepied, le réalisateur qui était le chef opérateur sur Intouchable. Et la première fois qu'on en a parlé, c'était justement à la cantine sur Intouchable. Donc il y a eu toutes ces années où on a échangé à propos de ce film, de ce qu'on pouvait en dire, de comment on allait le faire, de pourquoi le faire, de pouvoir, de ne pas pouvoir. Enfin, il s'est passé énormément de choses. Donc le fait d'y arriver, déjà, c'est quelque part un objectif atteint, une réussite. Donc pour ça, c'est assez spécial. Après, il y a ce que ça touche. Ce que ça touche, c'est-à-dire ces hommes qui se sont battus pour la France et qui ont quelque part été un peu oubliés. Ce volet de l'histoire un petit peu caché, mis sous un drap, pas trop accessible. Parce qu'en fait, le truc commence avec Mathieu Vadepied à ce moment-là. À la cantine, il me dit et si le soldat inconnu était un tirailleur? Et moi, quand il me pose cette question, je bug. Parce que je me dis, mais je me suis jamais posé cette question. Et je me suis dit, en fait, mais est-ce que c'est possible, en fait? Et là, tu commences à rétro-pédaler, tu dis, mais j'ai jamais eu des choses sous la main pour me permettre de me poser cette question. Il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, ce film-là, il est aussi là pour ça, pour qu'on puisse se poser la question, parce qu'effectivement, c'est possible. Et c'est pas juste qu'on ne puisse pas se poser la question. Donc aujourd'hui, j'espère qu'avec ce film, on aura au moins la liberté et le choix de se poser cette question ou pas. C'est intéressant que la réflexion soit venue au moment d'Intouchable. Parce que Intouchable, je me rappelle de toi à l'époque où tu tournais Intouchable, tu ne te sentais pas encore tout à fait légitime en tant qu'acteur. Mais pas du tout même. Pas du tout même. Les choses arrivent avec le César. Après, la démarche d'Éric Olivier à l'époque, justement, c'était pour que je me sente acteur. Et ils ont tellement bien fait que j'ai un César qui me permet vraiment de le ressentir concrètement, en fait. Parce que t'es un acteur, ça ne voulait rien dire pour moi. Mais ce César, c'était un truc que je pouvais toucher, qui était vrai, qui était concret. Et du coup, l'idée vient avec ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec Mathieu, il m'en parle. Et pour le coup, là, je me dis... j'irais bien, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose à régler ici. Cette question que je me suis jamais posée, il faut permettre aux autres de pouvoir le faire. Et c'est vrai, ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a mis du temps. Parce que entre mon trajet d'acteur, ma compréhension des choses, et puis mon désir de faire les choses, le temps, puis Mathieu aussi, qui était à l'époque juste chef opérateur, qui devient réalisateur, tout ça prend du temps. Et on fait ça aujourd'hui, mais je crois que c'est le bon moment. Comment est-ce que tu t'es senti légitime pour prendre ce sujet-là? Il a fallu quoi comme travail dans ta tête? En fait, tout de suite, je me suis jamais posé la question de légitimité là-dessus. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose d'urgent. Et donc, dans l'urgence, tu te poses pas les questions qui te polluent, en fait. Donc, il fallait aussi une réalité économique et financière. Oui. C'est qu'à un moment, il faut avoir la stature que tu as dans le cinéma. Bien sûr. Pour pouvoir financer un film comme ça. Parce que c'est pas tout le monde qui veut aller sur ce sujet. On est d'accord, et c'est pour ça que ça met 10 ans. C'est pour ça que ça met 10 ans, on en parle autour d'Intouchable, on est, je crois, en 2010, et donc on fait ce film-là, cette année. Donc oui, ça prend le temps que ça prend, mais si tu veux, c'est pas moi qui me pose la question de est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. C'est pas moi qui me pose la question de la légitimité, c'est les gens en face qui nous permettent de le faire. Est-ce que tu penses que les jeunes générations, celles qui aujourd'hui vont le plus au cinéma, depuis la crise du Covid, c'est les jeunes qui vont au cinéma. Est-ce que tu penses qu'ils sont au courant de cette histoire-là, qu'on leur a parlé de cette histoire-là? Ils sont comme moi à l'époque, c'est-à-dire, moi, quand j'avais leur âge, on entend parler vaguement de soldats venus des colonies pour se battre pour la France, mais on ne comprend pas vraiment quel rôle ils ont joué. Il y a beaucoup de
Il y a aussi beaucoup de, comment dirais-je, d'espèces de clichés, d'idées reçues, de choses qui sont pas forcément vraies dans un sens comme dans l'autre. Il nous reste, on a vu passer des images de propagande, mais c'est de la propagande, donc c'est faux. Donc c'est un espèce de brouillard comme ça. On a une idée d'un truc, mais il n'y a pas vraiment de détails, il n'y a pas vraiment d'informations, et puis surtout, il n'y a pas vraiment de pédagogie. Et donc j'espère en tout cas qu'ils vont avoir la curiosité d'aller voir, parce que c'est une porte, pour moi, c'est une porte qui s'ouvre vers ça et vers une envie de recherche là-dessus. Et j'espère que ça va donner aussi envie à ceux qui ont le savoir de pouvoir le transmettre avec beaucoup plus de détails. Parce que nous, on fait un film, c'est un divertissement, ça n'a pas vocation à être un cours d'histoire ou un exposé. Mais j'espère que les historiens vont se pencher sur la question et nous présenter des choses et donner un peu de matière, un peu de ressources aux jeunes pour qu'ils puissent avoir l'information. Moi, ce que j'aime dans ce film, c'est la nuance. C'est le fait de se dire... je te parle des jeunes générations. Il y en a beaucoup qui disent « Nos parents sont venus construire la France, aujourd'hui on n'a rien ». Et en fait, ce film montre, depuis le point de départ du film, ce qui s'est passé depuis le début de l'origine, et c'est quoi le rapport des pays, des origines, notamment du Sénégal, par rapport à la France. Et en fait, je trouve que ça équilibre pas mal de choses. Ça donne un sens du devoir. Ce film-là, il donne un sens des responsabilités. Oui, de chacun. Quand on le voit, on se dit pas, on n'est pas dans une posture d'aigreur à la fin, on se dit, bah, en fait, je dois honorer les efforts de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. Exactement. Mais parce que oui, encore une fois, quand je dis c'est pas un exposé, c'est pas non plus à charge. La vocation, elle est juste d'informer et d'informer dans le but d'apaiser. C'est pas, on n'est pas en train de faire le procès de qui que ce soit, et c'est juste, oui, il y a un lien. Il y a un lien entre ces pays-là, entre les pays colonisés et la France, et ce lien, il date d'avant nos parents. Parce que quand on pense au lien entre la France et notre pays d'origine, souvent on pense que ça démarre avec le voyage de nos parents, mais c'est beaucoup plus lointain que ça. Et donc c'est ça dont on parle, et on parle aussi du lien, mais il y a un autre mot pour ça, c'est vraiment de cette histoire tressée, en fait. Elle est indissociable. Elle est indissociable. Et donc, la nier, c'est faux. Et le malaise, il vient de là, en fait. Et c'est beaucoup plus antérieur. Et surtout, c'est une réponse au silence. Est-ce que toi, ce silence, tu l'as connu enfant, en grandissant? Est-ce que tes parents t'ont raconté cette histoire? Non, c'est un silence, mais parce que c'est un silence parce que faute d'information. C'est aussi un silence qui est, je ne sais pas si voulu, mais en tout cas, la conséquence, c'est que tu n'as aucune information. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et même quand tu as la curiosité et que tu vas piocher, que tu vas chercher en profondeur, les sources, elles sont vraiment infimes. C'est très difficile. Mathieu et son co-auteur pour le scénario, ils ont galéré pour trouver des éléments, pour pouvoir construire cette histoire et avoir des faits historiques précis. En tout cas, c'était pas simple. Il y en a. Est-ce que toi, tu as réussi à le briser, ce silence, dans ta famille, sur ce sujet-là? Oui, ben forcément, en travaillant sur le film, en discutant, mais même quand j'en parle, par exemple, avec mon père, il connaît pas grand-chose. Mon père, il est né en 1934, donc il est quand même assez proche de cette guerre-là, mais il sait pas trop, en fait. C'est un truc, en fait, parce que tu as aussi le retour de ces hommes-là, ils sont rentrés, et ils ont été silencieux. Et surtout, après le rapport qu'ils ont eu avec la France, ça les a encore plus enterrés dans le silence. Ils pouvaient pas, ils exprimaient pas trop ce qu'ils avaient fait par rapport au retour qu'ils ont eu. Donc il y a un truc un peu comme ça qui s'est éteint tout doucement. Et toi, c'est quoi ton rapport avec la France aujourd'hui? Je sais pas. C'est un rapport simple. C'est mon pays. Je sais pas quoi te dire de plus. Et mon rapport, je l'analyse pas. En tout cas, j'ai un rapport très fort. Je suis très sensible à ce qui se passe en France et je supporte pas quand ça va pas. Parce qu'il y a une phrase dans le film que vous avez mis en voix off qui résonne très très fort, c'est « Après cette bataille, vous serez plus des indigènes, vous serez des Français ». Après, boum, après ça explose. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. Alors t'as vu ce que ça dit, et en plus c'était soi-disant une promesse très maladroite, mais une promesse qui n'a même pas été tenue. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été tenue? J'en ai aucune idée. Ouais. J'en ai aucune idée, je sais pas. Mais la question du pourquoi, moi, je me la pose pas vraiment. Je me dis, moi, aujourd'hui, comment on fait pour essayer de rétablir un minimum?
comment on fait pour équilibrer, comment on fait pour apaiser, parce qu'il y a une douleur. Tu vois, ça a le parfum tu sais, des malaises ou des secrets de famille. Ça ressemble à ça. Et on sait bien que si on en parle, bon, ça va foutre une ambiance de merde, on va gâcher le dîner, on va gâcher le week-end. Mais j'ai l'impression qu'il faut passer par un dîner un peu pourri, par ce week-end un peu dégueulasse, pour qu'après on soit bien. Et il faut passer par là. Il faut un festen. Il faut un festen, mais oui. Mais c'est inévitable. Et je pense plus on attend, plus le festen va être long. Tu vois. Donc il faut en parler. Ce silence-là, il ne peut pas rester. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est criant, tout le monde en a besoin. Et si je suis là aujourd'hui, en tout cas, moi, j'en ai besoin. Et je pense que je ne suis pas le seul. D'avoir une espèce de France unie, quoi. Oui, en tout cas, qui regarde dans la même direction et qui se pose les mêmes questions et qui essaye d'y répondre ensemble. Ça ne peut pas être autrement. Est-ce que toi, tu as porté cet espoir ? Au moment où tu deviens l'acteur préféré des Français, on se dit, mais c'est incroyable, c'est Omar Sy, l'acteur préféré des Français, personnalité préférée des Français. Et en même temps, de l'autre côté, tu t'es pris des vagues de haine que rarement des acteurs préférés des Français ou des personnalités préférées des Français sont prises. Oui, mais ça va avec. Ça va avec et comment dire, c'est assez logique avec tout ce qu'on vient de se dire. C'est la France qui est comme ça. Elle a plein de paradoxes, mais c'est aussi pour ça qu'on l'adore. Mais c'est ça. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont t'adorer, qui vont avoir une haine incroyable. Ça va ensemble. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. C'est logique à partir du moment où tu t'exposes. Tu fais face à tout ça et plus on va t'aimer, plus on va te détester. Je suis très content de ne pas laisser les gens insensibles, de toute façon. Non, moi, j'ai eu un problème avec ça, c'est quand on s'en est pris à tes filles. Oui, mais à partir du moment où, à force de m'exprimer, on voit bien qu'ils peuvent gigoter dans tous les sens, monter, descendre. Mon trajet, je le fais et j'en ai rien à foutre de vous et de ce que vous dites et de ce que vous pensez. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Ils l'ont compris. Je suis libre et détaché de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils s'attachent, ils vont s'attaquer, c'est comme les mafieux, ils vont s'attaquer à ce que j'ai le plus cher. Qu'est-ce que j'ai de plus que mes enfants? Donc, ils vont taper là-dessus, mais elles sont solides aussi. Elles sont solides. On les a éduquées comme ça, elles savent, elles sont conscientes. Bon, ouais, ça pique un peu, mais après, elles comprennent et ça va. Franchement, ça va. Et moi, ce qui m'a interloqué, c'est le silence des autres artistes. On n'a pas été beaucoup. Qu'est-ce que je te dise? Je sais pas, moi. Pareil, ça compte pas, ça, pour moi. Ça compte pas pour moi. Parce que un engagement, c'est tellement intime. Tu vois, un engagement, c'est tellement intime. Quand tu ouvres ta gueule, c'est quelque chose, tu sais pas d'où ça vient. Et c'est la même chose quand tu la fermes. Tu sais pas d'où ça vient. Et je calcule pas ça, je juge pas ça. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut surtout. Et si tu veux, moi, quand je vais à un endroit, j'attends pas d'avoir les gens derrière moi. Je suis capable d'y aller tout seul. Et donc, s'il y a du monde derrière, tant mieux. S'il y a personne, c'est pas grave. J'irai quand même, tu vois. Et j'en veux à personne. Chacun vraiment fait avec la limite de ce qu'il a et de ce qu'il est, tu vois. C'est comme ça, tu vois. En fait, je trouve que c'est des... Moi, j'évite de me poser ces questions-là parce que c'est des questions, en fait, où c'est difficile de trouver une réponse. Et même quand tu as la réponse, elle n'est pas bonne. Et même quand tu l'as, en fait, elle t'apporte rien. Et puis souvent, c'est des postures très ostentatoires. De se dire, artiste engagé, alors qu'en fait, on ne s'engage que pour sa cause à soi, Ben oui. en prenant d'autres causes. Mais c'est ça, mais je t'ai dit, c'est que c'est tellement intime. Tu sais pas d'où ça vient. Quelqu'un qui s'engage sur un truc, c'est un truc vraiment, c'est très difficile à définir. Donc, oui, parce qu'un artiste engagé, ça veut plus rien dire à mes yeux, tu vois. Donc, c'est juste, voilà, c'est quelque chose qui t'anime ou qui t'anime pas. Et c'est une décision que tu prends et c'est toi avec toi-même, tu vois. Moi, je peux pas en vouloir ou condamner quelqu'un parce qu'il est allé ou parce qu'il n'est pas allé. C'est pas ça le truc. En tout cas, moi, j'y vais quand j'en ressens le besoin et surtout quand je peux pas faire autrement. Et voilà. Mais maintenant, ouais. Est-ce que c'est l'expérience américaine qui t'a libéré de ce poids? Parce qu'en fait, en France, quand tu te retrouves
bombardé aussi haut que t'es bombardé, après Intouchable, après tous les succès, t'es le seul qui arrive à ce niveau-là en France, en termes de popularité. Aux États-Unis, c'est déjà chose commune. T'es pas le seul. Oui, il y en a plein là-bas. Et puis, non, et c'est vrai qu'eux, ils ont un rapport à la célébrité qui est intéressant. Parce que ils ont effectivement l'honnêteté et de bien séparer les deux. En fait, c'est assez clair comme ils cloisonnent et de voir aussi comment ils construisent les personnages, en fait. Leurs personnages publics et leur intimité. Leur façon de cloisonner, elle est intéressante à observer, mais je pense que c'est la distance qui m'a aidé. La distance vraiment géographique. Ça m'a aidé à prendre justement cette distance, d'être loin, d'avoir aussi les informations un peu en retard. Il y a 9 heures de décalage. Donc, ça permet aussi d'avoir un peu de recul, de laisser retomber et de voir aussi comment... C'est pas grave. C'est pas grave parce que ma journée, c'est la même. Ma journée, c'est la même. Je me lève de la même façon, j'ai le même rituel avec mes enfants, j'ai les mêmes rituels avec Hélène, on se prend la tête pour les mêmes trucs, on rigole des mêmes choses. Pareil, en fonction de ce qu'on peut dire ou penser et du buzz ou du non-buzz qu'il y a. Une fois que tu as compris ça quand même, parce que l'essentiel c'est ça, moi je veux pas que ma journée soit perturbée, ben c'est bon, en fait. C'est pas grave. Je crois que c'est plus... C'est pas vraiment l'expérience américaine, mais c'est le fait de vivre loin. Je pense que ça m'a vraiment aidé. Et il y a aussi le fait de ton absence sur les réseaux sociaux. On te voit pas claquer. On sait pas avec qui tu manges, on sait pas avec qui tu traînes. Ouais. Parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas fait pour ça. Ouais. Moi, je préfère photographier ma bouffe dans ma bouche. Je le mange, mon plat. Et puis quand je suis avec des potes, je préfère avec des potes, tu vois. Quand on se retrouve pour... on va pas... En plus, ma vie, elle est pas ouf, tu vois. Elle est pas ouf. On peut le dire quand on se retrouve. Oui, on joue à Street Fighter. On va pas faire un TikTok là-dessus. On est un peu nuls dans nos jogging en train de manger des trucs gras et sucrés. En train de jouer à Street Fighter, tu fais pas Instagram là-dessus, ça va pas. Déjà pour ça. Et puis ça m'intéresse pas. C'est pas ça que j'ai envie de partager. Pour moi, c'est pas là. Ouais. Et puis surtout, tu en perds un peu. Je suis un peu égoïste, moi. Quand tu le partages comme ça, t'en perds un peu. Et moi, c'est des moments qui sont importants. Tu t'inventes pas des amis. Non, on voit des amitiés sur les réseaux de l'espace. Oui, mais après, il y a des amitiés de réseau aussi. Ouais. Des amitiés de réseau, on sait bien aussi. Des instapotes. Des instapotes, mais parce que c'est un métier où on a besoin du réseau. Ouais. C'est un métier où on fait du réseau. Il faut être connecté, il faut tout ça. Donc après, ça se mélange un peu avec les réseaux sociaux. Mais ouais, moi, je fonctionne pas comme ça. Je reviens sur les États-Unis parce que plein de gens disaient Omar Sy est parti de la France pour les États-Unis. Il est plus français. Avec Tirailleurs, tu montres à quel point tu es français. Tu montres à quel point, en fait, ton histoire, tu sais être déjà français et remonter jusqu'au pays. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que t'as pas été absorbé par la vie américaine. Oui, mais après, ça, c'est encore une fois... c'est une vision de ce que je vis, justement, comme je donne pas grand-chose. Les gens, ils s'inventent un truc, et puis tu vis aux États-Unis, on te dit, ah bon, l'Américain, bon, toi, maintenant qui est aux États-Unis, t'es un Américain. Je suis pas un Américain. Mais après, si ça vous aide de me voir comme ça, allez-y. Moi, je sais où est ma vie, je sais où est ma sensibilité, et je sais ce qui compte pour moi. Et à la France, ça compte pour moi. Et j'ai pas besoin de prouver à quel point je suis français. À qui et pourquoi? Moi, je sais où j'en suis. Et justement, après, il faut les laisser parler, effectivement. Et dans les choix que je fais, dans les projets que je porte, tout est dit où j'en suis, en fait. Et oui, effectivement, la France, l'histoire de France, et ce qui se passe ici, c'est important pour moi. Et ça, je le mets dans mon travail. Et je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça, c'est comme j'entends des gens qui disent que je devrais dire merci. Si je dois dire merci, tout le monde doit dire merci. C'est des trucs comme ça. Merci à qui? À la France. C'est des trucs totalement ridicules. Mais c'est une manière, justement, d'essayer de m'enlever, de me pousser et de faire en sorte que je sois plus français. Mais... C'est une façon de disqualifier, en fait. Oui. C'est une injonction qui disqualifie. Voilà, qui dit, lui, en fait, il compte pas. Il n'est pas français.
Alors, on a essayé de faire qu'il ne le devienne pas, il est devenu, bon, et puis maintenant il est, mais regardez, il est là-bas, donc c'est pas vraiment un Français. Trop tard. Ça sert à rien, ça sert à rien, et ça changera rien surtout. Pensez ce que vous voulez, encore une fois. Moi, je sais où j'en suis, j'ai cette chance-là. C'est drôle parce qu'on échangeait avec Philippe Labro, qui est un journaliste beaucoup plus âgé, qui disait la même chose sur les États-Unis. Il disait, mais en fait, c'est trop tard. Les théories suprémacistes, les théories extrémistes, c'est trop tard. Le monde a déjà changé. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont à l'agonie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils crient de plus en plus fort. Tu sais, c'est le dernier souffle avant de crever, quoi. Ils savent bien que tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils essayent d'avancer, et leur vision de ce pays n'est déjà plus possible. C'est pour ça qu'ils sont si virulents. Ils savent que c'est déjà fini. Et c'est pour ça que j'aime bien leur dire « trop tard ». Parce qu'ils comprennent bien ça. Trop tard, les gars. Et quand tu fais un film comme Tirailleurs qui parle de la France, du Sénégal aux Américains, qui pour eux pensent que l'Afrique, c'est le Wakanda. Pas tous, heureusement. Pas tous, heureusement. Non, c'était une vanne. C'était une vanne. Ouais. Je te rappelle, c'était une vanne. Humour. Oui, non, en tout cas, ils sont très curieux. C'est là où c'est aussi... Eux, ils sont en demande, en fait, vraiment. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui encourage, quand tu es sur un projet comme ça, les voir comment eux, ils appréhendent ce genre de projet. Ils sont en demande de projets comme ça, qui traitent de l'histoire, qui vont chercher en profondeur et qui vont chercher à dire tout ce qui n'a pas été dit. Ils sont vraiment dans cette démarche-là. Et où que ce soit dans le monde, d'ailleurs, c'est pas seulement ce qui concerne leur pays, ils sont vraiment en recherche de ça. Et donc ça, c'est très encourageant. Non, ils sont vraiment en demande, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire le public, les créateurs, les diffuseurs, les producteurs, tout le monde est dans cette dynamique-là. Et c'est vrai que quand tu es entouré par ça, ben ça te booste quand même. Ça te booste quand même. Ça t'aide à tenir quand des fois, tu as des vents contraires, quoi. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à une transition où, par exemple, moi, une de mes séries préférées, c'était Racine. You must hear your name first. You are Kunta Kinte, son of Omura and Binta Kinte. You must always honor your ancestors, the ones who love you and watch over you. It's time your family pay Kunta. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à raconter des héros d'Afrique? Oui. Des empereurs, Bien sûr, c'est en projet. En tout cas, moi, j'ai envie de ça. Je pense que je ne suis pas le seul, mais on y arrive tout doucement. Parce qu'il fallait aussi, il fallait les personnes pour porter ces projets-là et raconter ça. Aux États-Unis, on a eu Racine parce qu'il y avait des gens capables de le faire. Et aujourd'hui, je pense, avec les gens de notre génération et la génération qui arrive, ils vont porter des projets comme ça. On aura les acteurs, les réalisateurs, les auteurs, les producteurs et les diffuseurs. Ils sont prêts pour ça, en fait. Donc, ouais, moi, je pense que ça va venir et assez rapidement, je crois. Moi, c'est comme ça que je vois Tirailleurs. Je le vois comme une première marche pour raconter des héros différemment. Ben, je l'espère. En tout cas, c'est comme ça que ça a été pensé. Et c'est l'objectif, c'est de pouvoir raconter justement l'histoire avec une autre mémoire, avec un autre angle. Il y a beaucoup de nuances dans Tirailleurs. La première scène où ton personnage se prend un coup de fusil, ouais. C'est quand il dit à quelqu'un « mon frère ». Ouais. Ouais. Livre-toi. Livre-toi, c'est-à-dire... Non, ben oui, elle est compliquée, cette période. Au moment de la colonisation, elle est très compliquée parce que les premiers tirailleurs, en fait, étaient des soldats sénégalais qui étaient au Sénégal, déjà. Et c'est eux qui s'occupaient de recruter, d'enrôler, de recruter, de juger qui était apte, qui n'était pas apte à rejoindre cette guerre. Donc, eux, ils faisaient partie de l'armée française. Et à cette époque-là, en fait, tout le monde est frère et tout le monde est égal. Et en fait, la colonisation va amener une espèce de hiérarchie qui bouscule tout ça. Donc, mon personnage, Bakary, quand il voit ce mec qui est un frère, il va le voir comme un égal, mais il ne l'est plus déjà. Parce que lui, il est déjà rentré dans le système militaire français, donc du colon. Et il se prend un coup de fusil et c'est déjà l'indicateur pour dire... T'es dans un nouveau monde. Ça marche pas comme ça.
Il y a d'autres règles. On a un point commun, c'est que tous les deux, c'est quand quelqu'un nous appelle mon frère, on devient parano. C'est un mauvais indicateur. Tiens, ouais, c'est un mauvais indicateur. Mais oui, parce que c'est un peu galvaudé. Mon frère, ça n'a plus vraiment de valeur, c'est comme une expression. Ça devient un peu comme ça, mais ouais, là, il y a tellement peu de fraternité que quand quelqu'un te dit mon frère, tu dis ça le menteur. Tu penses qu'il te ment. Mais heureusement, on en a des frères. Mais oui, ce mot, il a perdu de sa valeur, même de son sens. Ouais, frérot. Oui, c'est ça. C'est un mot. Il a plus vraiment. Il est vide. Il est vide maintenant. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? J'en sais rien. J'en sais rien. Je t'ai dit, moi, les comment et les pourquoi, T'as lâché. j'ai arrêté. Mais C'est une bonne philosophie. mais tu deviens fou Ouais. sur certaines choses. En fait, pourquoi on en est là? Je pense qu'en fait, moi, j'ai l'impression que c'est des trucs qui te font que rétro-pédaler et puis qui te rendent la vie difficile. Je me dis juste, comment on fait là, juste pour que maintenant, là, ou tout à l'heure, ça soit mieux? C'est plus ça, en fait, le cheminement maintenant. Moi, c'est d'aller vers l'avant, en fait. Parce que ce truc de putain, mais c'était bien avant et maintenant on est comme ça, mais comment, à quel moment ça a ripé? Même si on l'apprend, ça va pas vraiment nous aider. Je suis même pas sûr que ça soit un élément important pour trouver une solution. Je pense que voilà, il faut faire avec l'état actuel, en fait. Il faut faire avec l'état actuel et essayer de réparer tout doucement. Parce que ça va pas se faire comme ça, tu vois, ça va être long pareil, hein, mais moi, ouais, je suis vers l'avant maintenant. Je suis vers l'avant. En fait, ton optimisme, c'est de dire le monde, il est niqué. Venons le répare. Venons le répare. Voilà. Il y a moyen. Mais il faut quand même accepter que le monde, il est niqué. Ben, c'est très difficile de ne pas faire ce constat. En tout cas, moi, je me rends compte qu'il y a 2-3 trucs qui ne marchent pas. Il y a 2-3 trucs qui ne marchent pas. Donc, ouais, comment on fait pour faire un peu mieux? Et en plus, c'est accessible, vraiment. C'est à portée de main. Il suffit juste, tu vois, vraiment, je pense que c'est ça, là. Tu vois ce qu'on est en train de faire? Se poser 2 minutes, de parler, sans se prendre la tête non plus, parler vraiment, pouvoir parler librement, déjà, tu vois, parler librement, avec un peu de détachement, accepter une conversation. Il n'y a plus de conversation. C'est beaucoup, je parle, après tu parles, et l'autre, il parle, tout le monde parle, mais on ne se parle pas, on ne s'écoute pas, il n'y a pas de conversation, en fait. Il y a beaucoup de discours et très peu de conversation. Je pense que ça commence par là. Venez, on discute. Franchement, une discussion, ça peut être bien. Hein. Comme un grand tour. Ah ouais, mais oui, un grand tour ou mais un autre nom, si tu veux. Mais ce que tu mets, se poser 2 minutes, au calme, discuter sans avoir la volonté de convaincre l'autre, juste, on s'écoute, on discute. C'est un bon départ. Toi, quand tu vois la génération de tes enfants, qui ont des problématiques qui sont différentes, nous, quand on était enfants, Total. nous, on ne pensait pas à la fin du monde. On ne pensait pas à la planète. Non, On ne pensait pas à ça. non, c'est loin. Mais nous, déjà, rappelle-toi, l'an 2000, c'était loin. Ils sont dans un autre monde, eux. Eux, ils sont nés après l'an 2000. Donc, c'est une dinguerie. Et puis, du coup, ils sont dans ce monde, ils ont une réalité, en fait, en face, et que ça ressemble à la fin du monde, quand même, leur monde. Donc, ils sont obligés d'y penser. Donc, c'est relou. C'est relou. Donc, mais en même temps, moi, j'ai de l'espoir parce que je les vois. Et ils sont kiffants. Moi, je trouve que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, ils sont impressionnants de leur façon de voir le monde, de leur façon d'y prendre part, et même leur façon de communiquer. Les outils qu'ils ont, nous, ça nous dépasse. Mais eux, ils utilisent ça très, très bien, je trouve. Alors, il y a toujours des dérives, c'est normal, ça. Mais je trouve qu'ils se servent bien de ces outils-là, de leur façon de connecter, leurs échanges, parce qu'eux, ils échangent. Le problème, c'est que nous, en fait, on les écoute pas assez, on leur donne pas assez la parole. Mais moi, j'ai espoir en eux. Eux, moi, ils me font kiffer. Et c'est pour ça que je me dis, ça sert à rien d'aller chercher nos conneries. Comment on fait pour qu'eux, ils mettent des choses en place cool, tu vois? À mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Nos conneries à nous, elles sont faites. Les conneries de nos anciens, elles sont encore plus faites. Mais eux, ils sont là. Et ils ont vraiment des idées de ouf. Et ils sont super. Et puis surtout, leur imperméabilité aux questions d'identité, de choses comme ça. Ça y est. Eux, ils te disent,
l'urgence, c'est la planète. Mais, et puis surtout, l'identité, eux, ils ont déjà compris qu'il y a des identités de partout et qui sont différentes par le genre, le sexe, le truc, la sexualité. Ils ont, OK, il y a tout ça de différent, on accepte tout, venez. Ils sont prêts à discuter. Toi, t'es comme ça, d'accord. Bah, autour de la table, on se met tous là, on parle. Ils sont déjà là-dedans. Donc, eux, ils sont prêts à discuter. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun endroit où ils peuvent le faire. Et surtout, on n'est pas à l'écoute. Mais moi, je pense que la solution, c'est eux, hein, parce que quand tu parles avec certains jeunes radicaux, t'entends des discours de dingue. T'as les jeunes radicaux qui vont te dire, on attend que vous crevez tous pour faire notre monde. Parce que vous êtes relous, en fait. Très radical. Hein. Mais c'est très radical. Mais en fait, ils sont dans ça, parce qu'en fait, on empêche pour eux. Mais ça s'écoute. C'est radical, mais ça s'écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est quoi? On est un barrage pour eux, pour un monde meilleur. Ça s'écoute. C'est radical, mais ça s'écoute. Moi, j'écoute ça. Ça m'a fait rire sur le moment. J'ai un peu vanné le petit, on a charrié. Mais tu médites sur cette façon de voir les choses. Tu dis, OK, pour eux, on empêche. Donc, il ne faut pas faire la même connerie qu'on a eue nous. Il faut écouter, il faut ouvrir. Ça ne peut pas se faire sans eux. C'est impossible. Ce passage à l'âge adulte, c'est aussi un sujet du film. Oui. C'est l'histoire d'un père et son fils qui vont à la guerre. Une des phrases les plus fortes du film, c'est que tu dis à ton fils, qui est joué par Alassane Diong, tu n'es pas un homme, et lui te dit, est-ce qu'un enfant tue des hommes? Ça, c'est la guerre, mon pote. Ça, pour moi, c'est la punch du film. Ouais, mais c'est la guerre. On est en pleine guerre. Et ce jeune homme devient un homme en tuant des hommes. C'est comme ça que lui, il devient un homme, et c'est comme ça qu'il se sent devenir un homme, et c'est comme ça où il a le sentiment de devenir l'égal de son père. Et son père, il comprend pas ça. Mais après, en fait, ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il y a ce passage où le jeune homme devient un homme, il y a toujours cette confrontation avec le daron. Mais là, ça se passe dans le chaos de la guerre. C'est très compliqué. Avec un père qui n'a même pas les codes, qui parle même pas la langue. Donc tout ça est vraiment un vrai merdier. Et effectivement, cette phrase-là est calme. Parce que c'est leur réalité, c'est leur histoire. Et ce môme, il se fait embarquer dans cette guerre et c'est trop tard. Est-ce que toi, tu penses être un homme? Moi, je suis un homme, ouais. Ça y est. Ça y est, j'ai mis du temps, mais ça y est, je crois que c'est bon. C'est quand que tu es devenu un homme? J'ai accepté que je l'étais, je crois... tu vois, c'est tard, hein. Je crois à 35 ans. Il y a 10 ans. Et en fait, je l'ai été très vite. Je l'ai été très tôt, en fait. J'ai accepté tard, mais je l'ai été très tôt. Je l'ai été très tôt. Livre-toi. Mais je pense à 19 balais, je l'étais. 19 balais? 19 balais, je l'étais, je crois. Parce que, avec ce que j'avais en tête, mon détachement, l'envie de faire mon trajet et de me détacher de beaucoup de choses qui m'avaient été posées par mon éducation, par mon environnement, par la société. J'ai coupé des liens très tôt. En fait, je pense que c'est là où tu deviens un homme, c'est quand tu coupes ces liens-là. Et que tu décides, OK, ça je garde pas. Ça, en fait, je l'ai fait très, très tôt. Mais après, accepter que tu es un homme et vraiment plus accepter qu'on te dicte ta conduite, tout ça, ça a pris beaucoup plus de temps. Et puis, je pense aussi, après, c'est aussi les responsabilités que tu te donnes qui t'obligent à faire ces choix-là. Et moi, j'ai eu la responsabilité d'enfant très jeune. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a obligé à devenir un homme, mais presque de façon inconsciente. Et quand on passe... c'est marrant que tu parles de couper des liens, c'est qu'il y a aussi puis y avoir un parallèle avec ta carrière artistique. Quand on passe de ce qui arrive à plein de groupes dans la musique, de duo à solo, ouais. C'est un peu le rapport que tu as eu aussi avec le quartier. Oui. Oui, moi, j'ai une capacité de résilience assez ouf. C'est que oui, je suis capable de faire ça, moi. Je suis capable de faire ça. Et parce que je suis un survivant, j'accepte pas de me laisser mourir. Et la fin d'un chapitre, on en commence un autre. Pas le temps, parce que justement, j'ai des responsabilités, j'ai des gens qui comptent sur moi et je dois être vivant, moi, pour des gens. Donc en fait, ouais, c'est ça, c'est que les choses s'arrêtent, il faut recommencer autre chose. Il faut recommencer autre chose, mais les choses s'arrêtent, mais elles restent en fait. Elles sont en toi.
C'est-à-dire que le fait d'avoir été en duo avec Fred pendant tellement d'années, c'est le plaisir que je retrouve avec les partenaires sur un plateau. J'aime cette interaction avec les autres acteurs. Ça vient de tout ce qu'on a construit avec Fred. La légèreté que je peux trouver par moment, la dérision que je peux avoir, un regard un peu en angle sur les autres, c'est un truc que j'ai travaillé pendant des années avec Fred. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Les femmes pensent plus au shopping qu'au sexe. Oui, d'après un sondage. Donc elles pensent. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Ben oui. Quand même. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour. Avec l'affaire Karachi, là, il doit se retourner dans sa tombe, baladure. Mais il n'est pas mort, monsieur. Ah! Première nouvelle. Ben merci de nous prévenir. Vivaldi a-t-il réagi? Non, monsieur. Donc tout ça, ça reste, je le porte encore. Mais il faut accepter que, ouais, ça, c'est une partie de moi qui est fermée. Peut-être va s'ouvrir dans le futur, mais en tout cas, il faut construire autre chose. Et là, ça, je sais le faire. Je sais le faire, et heureusement. Et d'ailleurs, ma vie, elle est belle parce que j'ai réussi. Je sais faire ça. Je sais passer d'une chose à l'autre et sans trop me polluer l'esprit. Je le fais assez organiquement. Et est-ce que des fois, tu as la connerie qui revient? Parce que nous, on s'est connus à l'époque où vous deviez sortir des blagues tous les jours. Ouais. Donc c'est quand même une gymnastique mentale. Mais elle est toujours là. Voilà. Bien sûr, mais heureusement que j'ai ça. Heureusement que j'ai ça. Et quand tu fais un film comme Tirailleurs, sur le plateau, tu es obligé d'avoir ça. En fait, plus le sujet est lourd et important et dramatique, plus moi j'ai besoin à côté d'avoir de la légèreté et avoir la connerie. Mais la connerie, elle me quitte jamais, heureusement. Tu peux pas faire ça sérieusement tout du long. Voilà, c'est avoir la gravité toute la journée. Tu respires plus. Donc ouais, la légèreté, la connerie, mais ça fait partie de nous. On est fait comme ça. Sachant ça. Ben oui, mais heureusement qu'on l'est. On fait genre, mais on est très bête. Ben on est, oui, mais moi je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à grandir. Ben oui. Il fallait cette légèreté, il fallait cette distance, il fallait cette bêtise pour endurer, pour avancer. C'était hyper hostile. On va pas ressortir les vieux lotons, on va pas refaire l'acte, on la connaît l'histoire. Mais c'était hyper hostile. Il faut être un peu imaginatif, un peu débile pour... Ouais. Non, et puis maintenant, ça paraît très facile d'en parler maintenant, mais moi j'ai des souvenirs où il y a des gens qui ne parlaient qu'à Fred, qui ne faisaient passer les messages qu'à Fred. Oui, mais encore une fois, c'est des données... Maintenant, ils sont là, Omar Sy, génial, on se connaît depuis toujours. Mais non, mais après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, c'est une donnée que tu prends. Et encore une fois, je t'ai dit, moi, je prends les données, je fais avec. Je laisse pas ces choses-là me faire la météo dans ma tête. C'est que je prends les données, je fais avec, je m'adapte. Et c'est ma capacité d'adaptation qui fait que j'avance. Et quand je te dis, je suis capable de faire... Allez, on y va. Il est bien ce geste. Non, mais c'est vraiment ça que tu fais. Boum, boum. J'en ai pris conscience, mais ça ne peut pas m'affecter. Je ne peux pas me permettre, en fait. La chance que j'ai eue, c'est qu'au départ, je n'ai pas eu le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut que j'avance. Et donc ça a été une vraie chance. Et donc, du coup... même quand j'ai le choix aujourd'hui, je me laisse pas le choix. Mais est-ce qu'en ayant cette urgence dans la tête tout le temps, parce que c'est un sentiment que je connais aussi très très bien, des fois t'as pas l'impression d'être spectateur des choses que tu vis? Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. C'était un moment comme ça. Et ça perturbe énormément. Et c'est dangereux. D'être dissocié, en fait. Ça, c'est dangereux. Ça peut faire du mal. J'ai des moments difficiles à cause de ça. Mais t'apprends justement à être proactif et surtout acteur de ton truc et pas subir. Tu vois, ça prend du temps aussi. C'est un peu de travail, mais ça se fait et ça se fait rapidement. À quel moment on arrive à se poser? Faut en avoir envie. Ouais. Faut en avoir envie. Faut en avoir envie, faut en avoir besoin. Mais ce besoin, il arrive assez rapidement, je crois. Quand il y a un moment donné, tu te sens vide là. Tu sais bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est là où il faut se poser. Ça arrive régulièrement. Tu fais des trucs, tu dis... Il me manque un truc. Pose-toi. Tu auras la réponse tout de suite et tu vas régler ça. C'est en fait juste... ça semble un peu fastoche de le dire dans ma position, mais pas subir. Et je suis conscient que c'est plus ou moins dur en fonction de qui tu es et de ce que tu vis, et surtout dans ce pays aujourd'hui.
mais ça doit être quelque chose à garder en tête, de ne pas subir. Ta position, tu dis le mot fastoche, mais en réalité, psychologiquement, je pourrais pas encaisser une journée dans la peau d'Omar Sy. Je pourrais pas. Ce que, te côtoyant, voyant des fois les gens, comment tu peux être un aimant à problème plus qu'à solution. Je dis, mais je peux pas. Parce que moi, j'ai tendance à fuir la lumière. Et en réalité, toi aussi. Oui, je l'ai. Je l'ai, la lumière. Je l'ai, la lumière. Tu cherches ce que t'as pas. Tu cherches ce que t'as pas. La lumière, je l'ai. Donc, ouais, j'aime bien aller trouver mes petits moments posés à l'ombre, tu vois. Parce que la lumière, je l'ai, tu vois. Et je l'ai cherché à un moment donné, cette lumière. Donc, je l'ai maintenant. Maintenant, je vais chercher cette ombre-là. Parce que c'est bien d'avoir les deux, en fait. Je suis très conscient que j'ai besoin des deux. Je peux être bien ici, là, devant ce spot, si j'ai été suffisamment un petit peu planqué, que je me suis posé, que j'ai pris de la vie, j'ai fait mes trucs. Et là, je suis bien. Je suis bien là de venir d'être bavard, raconter ma life. Parce que j'ai été silencieux pendant un moment. C'est aussi ça, le truc. C'est toujours un truc... je t'ai dit, encore une fois, ça semble basique, mais l'équilibre au maximum, tu vois. Et ouais, les problèmes, les trucs... Encore une fois, ça, c'est encore une fois des données. Tu les prends, OK. Ouais. Bon, il y a beaucoup de problèmes qui sont présentés. Et encore une fois, c'est aussi de comprendre que je ne suis pas Superman. Je ne vais pas régler le problème de tous les problèmes qui se présentent. Je ne peux pas tous les régler. Donc, il y en a qui sont accessibles, il y en a qui sont faciles à régler, d'autres plus compliqués qui prennent du temps. Il y a ceux que j'ai envie de régler, ceux que je n'ai pas envie de régler. Ça commence par ça. Puis après, tu fais le tri, puis tu prends le temps. Pas subir, encore une fois. C'est-à-dire que de savoir que tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à personne. Tu fais ce que tu peux, ce que tu veux, et voilà. Mais ce n'est pas tout le monde qui se coltine l'organisation d'une association comme C'est que du bonheur, avec des enfants malades, avec des choses très lourdes, des histoires très très lourdes, parce qu'on le dit pas suffisamment, mais les bénévoles qui sont là-bas sont au contact d'histoires hyper dingues. Ouais. Moi, par exemple, je suis trop sensible pour aller à l'hôpital. Oui. C'est trop hard. Ouais. Et vous faites ça tout le temps, et vous faites un suivi avec les familles. Bah oui, et encore, je vais te dire, moi, je fais, mais ce que je fais, c'est rien du tout comparé à ce que fait Hélène et tous les bénévoles. Parce qu'ils sont vraiment day to day, tu vois, avec eux, ils font vraiment les suivis, les trucs, c'est vraiment deep, tu vois, ils y vont en profondeur. Mais encore une fois, je t'ai dit, tu fais ce que tu peux et ce que tu veux. C'est une volonté de faire ça. Et voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de questionnement. Tu le fais parce que tu en as envie, parce que moi, ça me fait du bien de le faire. Et ça fait partie de... Remplir sa vie, voilà, en fait. Ça a du sens. Je me sens bien là-bas, je me sens utile. En fait, je le dis souvent, c'est presque une démarche égoïste, en fait. Je le fais pour moi. Je le fais pour moi. Je reviens dans cet amour de la rigolade. Est-ce qu'il y a des persos du SAV qui jaillissent comme ça dans la journée de temps en temps? Ah, mais il y en a deux, c'est tous les jours. C'est du quotidien. C'est lesquels? Doudou. Damali, Aliti, la moine Sadewi, ah, to be. Vic, tu veux sortir avec moi? Un mois de sud. J'en ai marre de cette maison de merde, je vais faire une figue. Atiri pas du night. Marie, je viens d'avoir Doudou la boum. Jean Bloguin, tous les jours. Évidemment. Tous les jours. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour. J'ai vu que Armande Altaï allait être directrice de la Star Academy cette année. Oui. Ben, j'espère qu'il y aura des haies dans l'émission. Quoi? Oui, pour qu'Armande Altaï les haies. Oh putain. Jean le gars, humoriste. Mais non. Oui. Tous les jours, c'est en place. C'est flippant même. C'est de la schizophrénie. C'est-à-dire qu'il y a un mot qui t'amène ailleurs, il y a une musique qui t'amène ailleurs. Et oui, ce que je te dis, c'est que c'est fini, mais ça reste. Tu le portes avec toi, tu vois, ça te quitte jamais. Et donc, c'est ça qui est beau. Jean Bloguin, je pense que... Pareil, j'ai Jean Bloguin tout le temps. Jean Bloguin, c'est nous tous. C'est là où il est magnifique. Jean Bloguin, c'est nous tous. C'est nous tous. On a tous ce truc. On a tous ces trucs de jeux de mots pourris. Parce que c'est drôle. Ça te manque la télé? J'en fais, regarde là. J'en fais. Non, ça me manque pas parce qu'en fait, je reviens assez régulièrement. Non, mais pas de venir parler à la télé. D'en faire? Ouais. Bah, j'en ai fait. Pour moi, Lupin, c'est de la télé. Ouais. Tu vois, j'en fais de la télé.
Lupin, c'est de la télé. Non, tu sais, ce qui me manque, c'est la radio. C'est vraiment, j'ai commencé à la radio, et là, justement, j'ai fait un peu de radio là, ces derniers temps avec la promo et tout. C'est autre chose, la radio. Et ça, ouais, ça me manque un peu. Viens faire un podcast. On pourrait, avec plaisir. On peut gaulerie. Mais il faut que ça soit gaulerie. Moi, j'ai fait que si on rigole seulement. On peut gaulerie. Ah, bah oui. Ah ouais. Allez, vas-y. On va le faire. Bah ouais. Viens, on va le faire maintenant, si tu veux. Non, mais en vrai, parlons-en. Faisons-le. Ouais. Tu sais, où juste ça parle, quoi. Ben, les discussions, mais alors, tiens, on va faire le concept ici maintenant. On prend des jeunes, on les laisse parler. Ouais. On les écoute. Ça m'intéresse. Ça s'appelle À l'écoute. À l'écoute. Allez, hop. À l'écoute. À l'écoute. À l'écoute de la jeunesse française. À l'écoute du futur. À l'écoute que coûte. À l'écoute que coûte de notre nation. Du futur de notre nation. À l'écoute coûte. Là, on va le faire. Ouais. Ok, deal, on le fait. Ça marche? On le fait. Juste, j'aimerais qu'on parle d'Alassane Diong. Oui, bah oui. Parce que tu as fait un post très émouvant, où c'est comme ton petit frère, c'est comme ton fils, c'est quelqu'un de ta famille. Tu as dit mon crâne préféré du cinéma français. C'est mon fils, Alassane. Il joue mon fils, c'est mon fils. En fait, Alassane, donc, c'est le fils de ma grande sœur, donc c'est mon neveu. Je te parlais tout à l'heure des responsabilités que tu prends jeune. Alassane, il est né quand j'ai 19 ans. Et donc, à ce moment-là, je sais que je suis responsable de ce môme. Et tu réfléchis plus pareil. Je te passe les détails des circonstances des choses, mais je vois bien que je vais devoir m'occuper de ce môme. Et là, ça change ma vie, ça change ma vision des choses. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Et il y a des choses que je me mets à faire. Et donc, ça commence comme ça. Et aujourd'hui, c'est un jeune homme qui a, pour moi, tu vois, accompli, et je suis assez fier de lui. Et c'est surtout un acteur incroyable. Et donc, effectivement, quand tu te mets à jouer avec lui, et qu'en plus, on est dans cette relation père-fils, ça fait écho à des trucs, parce qu'on a notre trajet qui est le nôtre, on a eu forcément, puisque j'ai été la figure paternelle principale de sa vie, il y a eu des choses un peu, on va dire, pas simples. Et donc, de jouer ça à l'écran, il y a une dimension en plus. Et j'étais cette connerie que c'était une espèce de thérapie pour nous deux, mais sauf que c'est le thérapeute qui nous a payés. Parce que je connais Alassane aussi depuis qu'il est très, très jeune. Il n'osait pas au début dire qu'il voulait être acteur. Non, ouais, il a énormément caché. Mais justement pour ça. Parce que comme en fait sa démarche, elle est très honnête, il n'était pas à l'aise avec. Il y avait un truc quand même mais du coup, il était un peu gêné parce que moi, je le suis. Et puis, il s'est dit, c'est un peu compliqué. Donc, il a été un peu secret là-dessus au départ. Et puis finalement, bon, il a fait son coming out, hein, il l'a dit. Il n'a pas commencé à travailler avec toi. Non, justement, l'idée, c'était qu'il travaille tout seul, qu'il fasse ses armes. Je me rappelle une conversation avec toi où tu m'as dit, je ne vais pas l'aider. Non, je ne veux pas l'aider. Mais Tirailleurs, c'est pas l'aider. Hein. Il a le rôle parce que c'est lui le rôle. Je ne l'ai pas aidé pour Tirailleurs. On cherche Tierno, je vais voir Mathieu Vadepied, je lui dis, je connais un acteur pour ça, rencontre-le. Je suis hyper clair, je lui dis, il se trouve que c'est mon neveu, mais aucune pression. Si c'est pas le rôle pour toi, c'est pas le rôle. Fais ce regard, tu me dis aucune pression. Non. J'ai la pression. Non, mais vraiment, aucune pression. Si c'est pas le rôle, c'est pas le rôle. C'est ton film. Vraiment, si c'est pas le rôle, c'est pas le rôle. Mais je pense que ça peut être un bon Tcherno. Parce qu'en plus, il y a cette histoire de Peul, etc. Il faut quelqu'un qui maîtrise le Peul. C'est un bon acteur. Il a l'âge du rôle. Il parle le Peul. Donc, rencontre cet acteur-là. Et moi, je dis ça à Mathieu parce que je sais qu'Alassane, il est prêt. S'il n'est pas prêt, jamais de la vie, je parle d'Alassane. Alassane, il a fait ses armes, il est parti, il a pris ses cours. Un agent, des cours, des cours, c'est le seul truc où je l'ai... Là, je l'ai aidé. Quand je fais ça, je l'aide. Mais pour Tirailleurs, je ne l'aide pas. C'est le rôle. C'est vraiment le rôle. Et d'ailleurs, quand tu vois le film, tu vois bien que c'est le rôle. jaba doftadum ko haala woni komi mawɗuma alay sagut
Njin mi wiide ko yawon jabandomi ni. Pareil, je suis pas dans la meilleure position pour le dire, mais il mérite beaucoup de récompenses. Inch'Allah. Mais en tout cas, je lui souhaite. Il a déjà commencé à avoir un prix. Ouais. Mais c'est vraiment un acteur étonnant et il a une vraie profondeur. Il a énormément de choses à dire et je pense qu'il le fera. Est-ce que tu le vois jouer le biopic d'Omar Sy? Alassane? Non, il fera pas ça. Il fera pas ça. Mais il n'y a pas de raison. C'est pas la peine d'avoir un biopic. Marrant. Mais il n'y a pas de biopic. Les bagarres. Il n'y a pas de biopic possible. Ça sert à rien. Ça sert à rien. J'en sais Tu penses pas rien. qu'il faut la raconter, cette histoire? Non. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais, mais bon. Bagarre. Il est très autobiographique, ton rôle dans Les Méchants. Peu de gens le savent. Bande de fils de pute. T'as de la chance, c'est le ramadan, j'ai pas le droit d'insulter fils de pute. C'est à fond, là. Inch'Allah, je te croise dehors, je te dis, viens, on va dehors, je te bagarre. Je te bagarre devant ta mère et ta petite sœur. Et après, je bagarre ta mère et ta petite sœur. Je bagarre plein de gens pour qu'ils aillent répéter que je t'ai bagarré. Transporteur s'est inspiré de ma vie, fils de pute. Ah. Feu vert, je repars et je regarde ce qui se passe. La comédie, est-ce que ça te manque? Est-ce que tu as envie d'en refaire? J'en fais, je travaille dessus. Je développe pas mal de projets. Et dans les projets que je développe, il y a une comédie qui, j'espère, je vais tourner bientôt, mais bien sûr que ça me manque. Ça fait partie de moi et comme on le disait tout à l'heure, il y a l'envie de la connerie et de raconter les choses par le prisme de la légèreté et tout ça, c'est important. C'est mon premier mode d'expression, donc il est toujours là. Il est toujours là. Maintenant que tu es producteur, que tu as produit plein de choses, tu as coproduit Lupin, qui a un succès mondial, Tirailleurs, tu es à la production aussi, il y a eu Yao, qu'est-ce que tu as prévu de produire? Parce que quand tu nous parles d'un film qui sort maintenant, dont la conversation a lieu il y a 10 ans, à la cantine d'Intouchable, est-ce que tu sais ce que tu vas faire les 10 prochaines années? Non, je ne sais pas ce qui va se passer les 10 prochaines années, mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai beaucoup de projets que je développe. J'ai la chance d'être un producteur qui n'est pas dans l'urgence, parce que je suis acteur et que je gagne ma vie comme ça. Donc, je n'ai pas l'urgence des producteurs de devoir sortir des projets très vite. Donc, je peux développer les choses, d'attendre vraiment que ça soit prêt. Je n'ai pas l'urgence de fournir du contenu, etc. Donc, je suis très, très libre et j'ai ce luxe du temps. J'ai ce luxe du temps. Donc, je ne peux pas dire dans combien de temps, mais j'ai plein de projets à venir et des projets super. Non, mais c'est vrai. C'est un bon producteur. Non, mais... Tu me l'as vendu. Je ne sais même pas ce que c'est. Allez, je signe. Non, mais en vrai, parce qu'en fait, j'ai cette chance de pouvoir développer les trucs, je te dis, pour moi, et je fais que des kiffs, que des trucs que j'ai envie de faire. Et donc, c'est fabuleux. Et j'ai là en tête, 2 comédies en développement. Ça va être fantastique. Ça va être fantastique. Tu vas jouer? Bien sûr, c'est pour moi. C'est pour moi. Après, je développe des choses qui sont, où je ne suis pas forcément impliqué. Mais en tout cas, les 2 comédies dont je te parle, je joue dedans parce qu'elles sont faites pour moi. Et c'est des barres de rire. C'est vraiment... c'est de la vraie connerie comme j'aime, mais avec quand même toujours ce petit truc où tu essaies quand même d'avoir un propos, mais dans la légèreté, vraiment. T'aimes quand même vraiment l'absurde aussi. Ben oui, mais il y en a. Il y en a. Dans une des 2, il y en a. Et presque cartoon, tu vois. Donc tout ça, ça me plaît, bien sûr. Ma réplique préférée de toi au cinéma, c'est dans Qui a tué Pamela Rose, et que tu passes... Enfin, c'est mon film préféré où t'es. Ma comédie préférée. J'aime bien mon personnage dedans, ouais. Ton personnage est fou. Ton personnage est fou. Ce film est fou. Mais ils sont fous, je les adore. Très, très fous. Ils sont très, très fous. Je les adore. Mais tu vois, par exemple, dans le Parfum de liberté, tu vois, qui fait envie et qui a été vraiment une inspiration, Cadet Olivier, ils ont ça. Ils ont cette liberté, ils ont ce détachement. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Et quand ils se retrouvent, ils ont 14 ans, c'est beau à voir. Et donc, ils m'appellent, je cours parce que c'est contagieux et c'est bon. C'est bon comme sensation d'avoir ce truc-là. Ils font leur truc, Cad, Olivier, chacun sérieux dans son truc. Des carrières, c'est pareil, mais quand ils se retrouvent en Golemont
Ils font leur délire. Je trouve ça beau. Ça, c'est une forme de liberté. Avec qui t'as ça? Ben, j'ai ça aujourd'hui avec toi. J'ai ça avec Louis aussi, parce que Louis, il est dans ça. Mais, et quand on s'est retrouvé avec Laurent, en fait, je me suis rendu compte en fait, qu'on a perdu 10 ans, en fait. Parce qu'on a ça quand on se retrouve. Donc, je me rends compte qu'on a ça quand on se retrouve. Et donc, j'ai quand même 2 partenaires. Mais après, j'ai fait un peu le deuil du duo, moi. Avec la séparation avec Fred, il y a un truc où c'est quand même bizarre de se retrouver en duo avec quelqu'un d'autre, tu vois. Mais effectivement, avec toi, j'ai ça. Avec Louis et avec Laurent. Louis Leterrier, réalisateur très important pour nous deux, mais surtout ami. Quelqu'un de très, très solide, qui lui aussi est en train de vivre un rêve de fou. C'est tellement kiffant. C'est tellement kiffant. Mais il le vit pour nous aussi, c'est quand même... De le voir là où il est aujourd'hui, encore une fois, moi, c'est le truc que je prends aussi pour moi. C'est quand je vois Louis faire ça, je vois comment il est épanoui, je vois comment... Là, Louis Leterrier, c'est Monsieur Fast and Furious. Voilà. Et Universal ne veut plus le lâcher. Et de le voir là où il est, c'est tellement logique, quelque part. Mais en même temps, de voir comme il est à sa place, c'est hyper inspirant. C'est hyper inspirant de se dire, voilà, en fait, Louis, c'est une ligne droite. Et une ligne droite, elle arrive à sa destination, mais très rapidement, sans zigzag, et lui égal à lui-même dans ce plaisir doux. Il a un plaisir doux, lui. Il est kiffant. J'adore ce mec. Parce qu'il a un autre rapport à Hollywood. Oui, mais très distant, mais parce qu'en fait, il est dans le travail. Encore une fois, lui, il n'est pas dans le réseau, il n'est pas dans ça. Alors, il sait jouer le jeu, mais il est surtout dans le travail. Il fait, et on juge sur son travail. Et c'est la meilleure façon de faire. Toi, quand ça t'arrive de faire des projets là-bas, est-ce que tu commences à être à l'aise? Oui, ça y est. Ça y est. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps à faire ça, mais tu vois, tout arrive le temps. Je pense arriver à... C'est surtout la langue, moi, qui était un problème, où j'avais le sentiment de ne pas pouvoir m'exprimer correctement. Et c'est quand même un peu notre outil, la parole, tu vois. Et donc, du coup, de ne pas avoir ça, j'ai une impression d'être un peu à poil, tu vois. Mais là, ça va mieux. Et puis, j'ai fait un tournage, là, cet automne, pour Lionsgate, un truc un peu d'action, tout ça, film de Joe Carnahan avec Kerry Washington. Et là, je peux pas te dire ce qui s'est passé avant, quel a été le déclic, mais je me suis retrouvé là, et j'étais bien. J'avais plus ce problème de langue, je commençais à improviser un peu, je commençais à être à l'aise, à avoir un vrai bon contact avec le reste. À faire des TikTok, c'est vu. Non, mais tu vois, du coup, me sentir à ma place, vraiment, et de plus trop me poser de questions. Je t'ai dit, tu as des questions qui te polluent. Elles sont plus là. Et ouais, je suis à ma place. Là, j'ai terminé celui-là, c'était un kiff. Je suis en tournée en ce moment en Italie, où c'est pareil, où cette langue n'est plus une barrière. N'est plus une barrière, n'est plus un plafond de verre, quoi. Donc je suis bien maintenant. Voilà. Tu sais, je fais beaucoup de gestes. Hein. Ouais, c'est clair. Method Man. Oui, Method Man. Method Man. Juste Method Man, raconte-moi. Method Man, donc il était avec moi dans ce film, avec Kerry Washington, le film de Joe Carnahan, Shadow Force. Et il joue Bon, il a un rôle dedans. Est-ce que tu as grandi à Trappes, né dans les années 80, et donc on a tous vu des mecs aller du RER de chez eux à Châtelet se prendre pour Method Man. Mais pas que un, on en a trop vu. Il y en a eu trop. Ouais, il y avait beaucoup de Method Man à Châtelet. Il y avait beaucoup de Method Man à Châtelet et beaucoup de Method Man. Avant Châtelet à Trappes déjà. Ouais, avec l'œil bizarre. L'œil bizarre, mais la lentille blanche, c'est pas possible. Il y en a eu beaucoup. Mais Method Man, c'est quelqu'un. Beaucoup trop. Non, mais Method Man, c'est quelqu'un. Method Man, c'est quelqu'un. J'ai son son dans les oreilles pratiquement tout mon lycée. J'ai un trajet, moi, pour aller au lycée. Je prends un bus, je prends un petit RER pour arriver à mon lycée. Method Man, tous les matins, quand j'y vais, le soir, pareil, il est là. Je l'entends en boucle, sa voix, elle m'accompagne. Le Wu-Tang, quoi, c'était une force de dingue, ce que ça nous donnait.
ça nous donnait l'envie de se tenir différemment. Spirituel. Du spirit, ouais. Et puis, c'est dingue comment ça m'a porté, moi. Ouais. Comment je me tenais plus pareil. Comment j'ai assumé ma taille aussi. Parce qu'être grand, c'est pas facile tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Et donc d'assumer ma taille et tout ça, c'est de voir des mecs comme Method Man qui sont grands, tu vois, qui se tiennent d'une certaine façon, qui marchent d'une certaine façon. Tu te dis, je vais prendre ça pour l'instant, ça va m'aider, tu vois. Et d'un coup, tu commences à t'identifier, et puis tu commences à rentrer en rapport avec cette langue qui est l'anglais, et puis il y a des mots qui te parlent, et puis tu sais pas pourquoi il y a une vibe qui est un peu la tienne. Tu t'appropries tout ça. Et donc, je suis très, moi... ouais, Wu-Tang, c'est quand même un truc. Et là, tu te retrouves sur un plateau, il y a Method Man. Il y a Method Man, il te parle normalement. Il connaît ton blaze. Il connaît ton travail. Tu sais pas comment lui dire que t'es mon meilleur ami. Je te connais depuis longtemps. T'as trop parlé dans mon oreille. T'es locataire dans mon cerveau. T'es locataire dans mon cerveau, mais depuis très longtemps. Et en fait, j'ai tourné avec beaucoup d'acteurs. Je vais pas faire du name dropping, mais franchement, j'ai toujours eu cette distance de faire genre, c'est pas grave. C'est OK. Tom Hanks, Malish. Hugh Jackman, t'inquiète. J'arrive à faire genre, c'est pas grave. J'ai pas réussi avec lui. Je n'ai pas réussi avec lui. Le premier jour, il arrive sur le plateau, j'ai une scène avec lui, il me parle, j'arrive plus à parler. Et je fais genre, c'est à cause de l'anglais. Je fais, j'ai mon anglais aujourd'hui qui est fucked up. Frère, j'étais en panique. C'est normal. C'est normal, mais c'est pas normal, parce que j'ai réussi à tenir avec tout le monde. Impossible avec lui. Impossible avec lui. C'est dingue ce que ça m'a fait. C'est vraiment le môme que j'étais qui était en nique pas d'être devant un de ses idoles, tu vois. C'était ouf. Et j'ai réussi à lui dire. Quelques jours après, j'étais un peu plus à l'aise avec lui, on avait commencé à tourner. Puis un jour, je vois, on se parle et on se parle un peu méthode acting, parce que lui, il commence à acting, tout ça. Donc, tu vois, on parlait de tout ça. Et là, d'un coup, j'ai commencé, tu vois, à me détendre. Et je lui ai dit, tu sais, le premier jour, j'étais impressionné. J'étais impressionné. J'avais pas la méthode, man. J'avais pas la méthode, man. Mais ouais, c'était dingue. Jean Bloguin. Jean Bloguin, humoriste, anglophone. Outre-Atlantique. Non, mais donc voilà. Mais ouais, c'était quelque chose. Mais quel bonhomme. Quel bonhomme. Il continue à écrire des trucs. Il te fait des impros comme ça. Il trappe ses machins toute la journée. Il est dans sa bulle. Il est animé. Il est incroyable, ce mec. Incroyable. T'as le 06 de Method Man? Ouais. Ouais, je l'ai. Pas mal. C'est pas mal. Je vais te citer un rappeur français. Et tu vas savoir de quel réalisateur je te parle, parce que c'est un projet de fou. C'est un rappeur français qui parle de parfum de victoire et de deux colombes blanches qui s'envolent quand on ouvre la fenêtre. Ce rappeur, c'est Alpha One. C'est une référence à John Woo. Ouais. Tu vas tourner avec John Woo. Ouais, je vais tourner avec John Woo. Là, l'année prochaine, début d'année prochaine. Qu'est-ce que je te dise? Après Method Man du Woo, Ouais. John Woo. John Woo. Jean Bloguin. Jean Bloguin, humoriste. Sinophobe. Sinophobe. Non, sinophone. Sinophone. Et rapologue. Non, ouais, ou fou. Je t'ai dit, c'est pour ça que... Comment tu veux que j'écoute les choses qu'on peut dire ou qu'on peut penser, machin? Ça change rien. Ça change rien. Parle-nous de John Woo. Non, mais pour te dire que, en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur John Woo? C'est juste dingue. Ce mec-là m'appelle et j'ai fait des zooms. Alors, je ne l'ai pas rencontré encore, mais il était dans mon iPad, quoi. J'ai fait des zooms avec lui. Toc, toc, toc. It's John. John Woo. Non, là où c'est étrange, quand même, c'est que son anglais, il n'est pas ouf, et le mien non plus. Donc, la communication va être quelque chose, mais bon, le bonhomme que c'est, ce qu'il a fait, et puis on fait... J'arrête. On essaie de faire une interview. Ouais, pardon. Et en fait, on fait un remake de The Killer, à Paris. Sérieux? Ouais. Très, très sérieux. Donc, du coup... Voilà, moi, je suis porté par ça, je suis comme un dingue, mais j'avoue,
C'est tellement énorme que je ne sais même pas comment aborder le truc. Je vais attendre de voir organiquement comment ça va se faire, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme parce que... The Killer, pour comprendre ce film, on est de la génération, on a dû le louer 300 jours sur 365. Exactement. Il y avait 300 jours The Killer, Oui. 65 Les Princes de la Ville. Mais voilà, The Killer, c'est quand même une référence pour nous tous. Et tu te dis, le mec refait le truc et t'appelle toi. Tu te dis, c'est comme le truc de Method Man. Tu dis, c'est fou, tu vois, c'est comme Jurassic. C'est cette espèce de boucle de trucs qui t'ont vraiment imprimé. Et tu rentres là-dedans. C'est une dinguerie. Il y a le MCU qui vient d'intégrer les X-Men. J'aimerais qu'on lance une pétition pour que Bishop de Omar Sy intègre le MCU. Est-ce que ça te ferait kiffer? Ben oui, ça me ferait kiffer. Quelle frustration ce X-Men. Déjà, le tournage et que derrière, ça s'arrête. C'est une vraie frustration. Mais en même temps, c'était une très bonne leçon. J'ai tellement appris avec ça, à comment fonctionne Hollywood déjà. Et aussi, quand je te parlais de détachement, ces trucs-là, ça te force à te détacher. Je t'ai dit, j'ai eu la chance, moi, très souvent de ne pas avoir le choix. Et donc ça, c'est un vrai trajet. Donc ouais, Bishop, bien sûr. D'ailleurs, j'ai parlé de Bishop avec Method Man parce qu'il est fan de Bishop, lui. Il dit, j'aurais adoré le jouer. J'aurais adoré le jouer. Il dit, mais ouais, t'as bien fait quand même. Tu sens qu'il a un peu le seum, mais ouais, Bishop, c'est un personnage de dingue. Et ouais, j'aimerais bien avoir ma revanche là-dessus. Et alors? Ben, on va voir. Parce que toi, t'es fan de Marvel. Ben oui. Ben oui, non, je te dis, franchement, j'espère avoir ma revanche. Maintenant, il y a Disney, il y a des plateformes, il y a peut-être moyen. Hein. Je t'avoue, je pousse. Hein. Bah, tu feras tes super-héros, puis voilà. Ben, je ferai moi, ouais. Voilà. Le futur, comment est-ce que tu l'appréhendes? On a eu une conversation là-dessus, où je t'ai jamais senti aussi, détaché, et en mode, le futur, c'est le nouveau présent, je me prends plus la tête. Ben ouais. Ben ça y est. Après, tu vois ça, là. Et je commence à être un homme beau, vraiment, tu vois. Je commence à être yeuve. Mes enfants sont des adultes. Ils conduisent des voitures. Ils conduisent des voitures. Ils ont des métiers. Tu vois, ils habitent tout seuls. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, le futur, c'est eux, en fait. Moi, mon futur à moi... Il vaut ce qu'il vaut, mais il n'a pas de vraies conséquences. En fait, pour moi, c'est bon, en fait. Et je suis tellement heureux là que moi, mon futur, si c'est ça, jusqu'au bout, je signe là, maintenant. Donne-moi le papier, je signe maintenant. Je veux pas plus, je suis bien là. Je suis bien là, je fais ce que j'aime. J'aime, je suis aimé. Je vois mes enfants. C'est eux mon futur pour moi. Je vois mes enfants grandir et grandir pas trop mal. Voilà, moi je suis focalisé sur eux. Quand je te parle de la génération d'après, c'est parce que c'est eux en fait, tu vois, et tous ceux de leur âge. Et donc moi je suis focalisé sur eux. Moi, mon futur à moi, ouais, je veux continuer à gaulerie quand même. Être pas trop esquinté, tu vois, avoir un peu la forme pour continuer à faire ce que je fais. Mais ouais, je suis bien. Et bah, je te souhaite tout ça. Merci. Et Hamza Farhanik pour le mauvais œil. C'est ça. Caméra ici. Exactement. Caméra ici. Caméra là. Tu sais qu'il y a des caméras qu'on n'a pas vues. Et une deuxième là-haut. Tiens. Est-ce que tu peux faire tes vœux pour l'année 2023? Tes vœux aux personnes qui nous regardent. Alors, c'est là. Hein. Tu sais, je me rappelle Zarma le rouge, tu vois. Mes vœux pour l'année 2023, de l'essence, de l'électricité. Premier truc, déjà. Non, blague à part, en fait, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, moi, j'espère qu'on va pouvoir rentrer dans un moment où on va pouvoir avoir des conversations. Donc, un peu de nuance. Et encore une fois, et ça, le podcast dont on a parlé tout à l'heure, vraiment, c'est une vraie démarche de se dire, OK, comment on fait pour que les jeunes adultes, en fait, ils s'expriment et ils nous donnent leur vision et surtout leurs idées. Voilà, comment on peut faire ça? Moi, j'espère qu'en 2023, on va rentrer dans ça. Voilà.
Voilà mes vœux. Bah, merci Omar. Merci à toi.